Ce qui a remplacé depuis 4 ans la poche obligataire, c'est l'or. Cette ligne de front, je l'ai dit, c'est Verdun avec les drones. La perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Rencontre annuelle d'Ocofre 2024. Je dissous donc l'Assemblée nationale. Le système est galvaudé. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ocofre pour cette rencontre annuelle 2024. Cette année, nous vous invitons à anticiper les bouleversements à venir et vous préparer aux défis des prochaines années. Pour explorer ce thème, nous avons réuni des experts qui partageront leur vision et leurs analyses sur les transformations économiques, géopolitiques et sociales. Vous découvrirez des perspectives variées et des conseils pratiques pour mieux comprendre ce qui nous attend. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de cet entretien. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour être prévenu des nouvelles diffusions des vidéos de cette rencontre annuelle 2024. Guillaume Vuillemet est économiste, professeur associé en finance à HEC. Ses principaux domaines de recherche sont les marchés des produits dérivés, le fonctionnement et la régulation des banques et des marchés financiers. Guillaume Vuillemet, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment, en février 2024, un papier, un document de recherche sur une thématique qui est un peu surprenante, presque contre-intuitive pour un épargnant ou pour un investisseur très prudent. Son titre, c'est « De l'excès d'épargne à l'instabilité financière », avec un exemple, celui de la faillite de la Silicon Valley Bank. Alors je vais faire un énorme raccourci pour commencer, mais nous sommes là pour préciser vos recherches, donc vous aurez le temps de nous expliquer. Ce que vous dites, c'est trop d'épargne, trop de dépôts mettraient en danger les banques. Alors c'est effectivement l'argument qu'il va falloir expliquer de manière très complète. Et ça fait écho, je crois, si on veut reprendre une perspective longue autour de cet argument, à un argument qui avait été esquissé par celui qui, en 2005, était le patron de la Réserve fédérale aux États-Unis, qui était Ben Bernanke. Donc on était avant la crise de 2008. Et à l'époque, ce qu'on voit, c'est la titrisation qui montait en puissance énormément aux États-Unis, donc jusqu'en 2008. Et l'une des thèses assez intéressantes qui avait été avancée par Bernanke à l'époque, c'était de dire, en fait, ça s'explique par un excès d'épargne à l'échelle mondiale. Alors à l'époque, ce que Bernanke avait en tête, c'était principalement le fait que la Chine et les pays émergents épargnaient de plus en plus. Et on verra qu'aujourd'hui, il y a d'autres sources de cette croissance de l'épargne, notamment l'épargne des entreprises et l'épargne des très grandes fortunes, qui augmente à l'échelle mondiale et qui en fait augmentait plus que le bilan des banques et plus que la quantité d'actifs financiers à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple la hausse de l'épargne mondiale et la hausse des bons du trésor à l'échelle mondiale, la hausse des dépôts à l'échelle mondiale, en fait l'épargne croît plus vite. Et donc si l'épargne croît très vite, ça veut dire que les taux vont baisser. Les gens vont demander de plus en plus d'épargne et l'offre de produits d'épargne augmente pas aussi vite, donc les taux vont baisser très fortement. Et donc ça va inciter les banques à trouver de nouveaux produits à offrir. Parce que pour elles, c'est très profitable d'émettre des choses à des taux très bas. Et ça peut effectivement, comme ça a pu stimuler la bulle de la titrisation, ça peut stimuler d'autres bulles d'investissement. La titrisation avec l'extrême qui a été la crise des subprimes. Exactement. Les subprimes étant le pire titre financier qu'on ait créé. C'est ça. On partait d'un titre financier, enfin de prêt immobilier de mauvaise qualité, mais avec un pari qui sur le papier marchait, mais qui pratiquement n'a pas très mal marché, qui est de dire que si on met plein de choses de très mauvaise qualité, il y aura de la diversification, et donc on pourra créer des titres beaucoup plus sûrs à partir de choses très peu sûres, et ces titres relativement sûrs qu'on envisageait de créer pourraient finalement satisfaire un peu cette demande d'épargne de tout le monde, notamment à l'époque des ménages des pays émergents, mais pas seulement. Oui, et aussi des ménages américains qui, eux, ont besoin de placer pour leur retraite. Exactement. On oublie souvent ce principe de base, c'est qu'ils n'ont pas de retraite par
Par répartition, répartition. et donc c'est que de la capitalisation, donc c'est que du placement. Ça suscite une épargne très importante, effectivement, des ménages. On a aussi, évidemment, aux États-Unis comme en Europe, un vieillissement de la population, donc une épargne assez importante, qui a besoin de produits d'épargne. Et effectivement, la titrisation a été un moyen de répondre à cette demande d'épargne qui était effectivement très importante. Alors on va revenir sur ce sujet-là, mais dans votre recherche, vous expliquez qu'en fait c'est finalement les dépôts. Alors est-ce que vous pouvez préciser ce que vous appelez les dépôts? Ce que vous avez étudié, c'est des dépôts, ça veut dire c'est du cash sur les comptes courants? Ouais. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est ce phénomène global d'excès d'épargne, de demande très importante d'épargne. Effectivement, cette épargne, elle a plusieurs moyens de s'investir, en partie dans les dépôts bancaires et en partie sur les marchés financiers par les achats de dettes publiques, ou etc. Bon. Moi, ce que j'ai regardé, c'est uniquement la partie de cette épargne mondiale qui est investie en dépôt bancaire, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facilement observable. C'est avant tout pour cette raison-là, c'est-à-dire que c'est très gros et on sait précisément quel dépôt il y a dans quelle banque. Alors que savoir qui achète tel bon du Trésor, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense que les phénomènes que je mets en évidence sur le marché bancaire se retrouvent sur d'autres marchés financiers. Simplement, ils sont moins observables. Bon, alors, qu'est-ce qu'on appelle un dépôt bancaire aujourd'hui? C'est très intéressant. Pour beaucoup de gens, donc moi je parle des données américaines principalement là, mais on a, je pense, le même phénomène en Europe. Pour beaucoup de gens, ce qu'on appelle un dépôt, enfin, quand on parle de dépôt, on pense évidemment les quelques centaines ou milliers d'euros qu'on a sur un compte de dépôt pour faire des paiements, etc. Et que le reste, c'est de l'épargne qui s'investit sur un produit financier, etc. Bon. Ça, c'était vrai jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ce que je mets en évidence dans l'article, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, une part très importante des dépôts ne sont pas des dépôts de particuliers, mais des dépôts d'entreprises qui ont considérablement augmenté. Bon. Alors, toutes les banques n'ont pas le même business model, mais une banque comme Silicon Valley Bank, donc, qui a fait faillite en début 2023, en mars 2023, avait plus de 90%, entre 90 et 95% de ses dépôts, qui étaient des dépôts non pas d'individus, mais d'entreprises. Bon. Et ces dépôts ont un trait caractéristique important, c'est que contrairement aux dépôts des particuliers qui, dans des limites réglementaires, bénéficient d'une garantie des dépôts, donc sont assurés, les dépôts d'entreprise, souvent, sont dans des proportions bien plus importantes que la limite de garantie, et donc ne sont pas garantis. Et donc, ce qu'on a vu aux États-Unis et probablement en Europe dans des proportions comparables, c'est la montée en puissance des dépôts d'entreprise et, par conséquent, la montée en puissance des dépôts bancaires qui ne sont pas assurés par les garanties des dépôts, et donc qui, comme n'étant pas assurés, sont beaucoup plus volatiles ou beaucoup plus fluides. Finalement, plus risqués. Et donc beaucoup plus risqués. Et donc effectivement, l'histoire de Silicon Valley Bank, c'est à un moment donné, des gens qui commencent à dire sur Twitter « j'ai retiré 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, retirez tous », et en 24 heures, c'est fini. Parce que c'est des gens qui savent qu'ils ne bénéficieront pas, en tout cas qui n'étaient pas censés, qui en ont bénéficié ex post, mais qui n'étaient pas censés être assurés par la FDIC, qui aux États-Unis est l'assurance des dépôts. Et donc forcément, c'est quelque chose qui paraît très simple et très sûr, a été en fait extrêmement risqué pour une banque comme Silicon Valley Bank. C'est ce qu'on appelle un bank run. Tout à fait. Mais pas par les particuliers, Ouais. mais par les entreprises. Tout à fait. Qui avaient leur trésorerie qui était placée là. Alors effectivement, c'est intéressant, c'est que ce qu'on appelait bank run, donc panique bancaire, historiquement, on pensait toujours aux particuliers qui vont retirer en masse. C'est l'image, voilà, c'est l'image devant le guichet, il y a la queue, voilà. etc. On en a eu plein, par exemple, pendant la grande dépression dans les années 30, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus tellement, ou de manière beaucoup plus rare, simplement parce que les déposants particuliers sont assurés par ces garanties des dépôts. Bon. En 2007-2008, on a déjà eu des formes de bank run, donc de panique bancaire, mais pas tellement à nouveau de particuliers, mais plus de fonds qui retiraient leurs avoirs aux banques. Et on a eu beaucoup d'exemples de banques qui empruntaient beaucoup auprès de fonds, par exemple de fonds monétaires, et qui du jour au lendemain n'arrivaient plus à... Donc ça ressemblait aussi à un bank run. Et là, on a des bank runs, mais d'entreprises sur des banques. Donc effectivement, le concept est le même, mais la nature des déposants, parce que la nature de l'épargne a beaucoup changé,
est très différent. Alors, on va être précis sur ces trésoreries qui sont déposées. N'importe quel chef d'entreprise dépose avec des comptes à terme, par exemple, où on se dit que c'est pas du cash déposé sur un compte courant. En général, c'est des comptes à terme, donc des comptes rémunérés. Souvent, c'est de l'argent de banque centrale rémunéré. Enfin, c'est ce qu'on appelle aussi les comptes rémunérés pour le particulier. Il y a des grands acteurs aujourd'hui qui proposent des taux à 3 ou 3,5. Et en fait, c'est du taux de BCE, quoi. Tout à fait. Pour prendre l'exemple européen. Alors effectivement, donc il y a un peu tout. Il y a dans cette épargne d'entreprise qui a considérablement augmenté. Enfin, je crois peut-être on va donner le chiffre parce que vous donnez un ratio. Le ratio des dépôts dans le PIB américain était traditionnellement, ce que vous écrivez, de 40 à 50%. Ouais, voilà. Et que maintenant, c'est 75%. C'est ça, exactement. Donc, en gros, si on regarde, donc si on remonte à peu près aussi loin qu'on puisse remonter, c'est-à-dire aux années 30, parce que la FDIC, donc l'assurance des dépôts aux États-Unis, a été créée donc par Roosevelt en 1933 et commencé à opérer en 1934, donc pendant la Grande Dépression. Et donc depuis lors, on a des données très précises sur les dépôts. C'était effectivement toujours entre 40 et 50% du PIB, donc c'était quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on est passé en 20 ans à 75%. Donc on a une augmentation énorme et une grande part de cette augmentation des dépôts, c'est des dépôts de très grandes entreprises. Alors, effectivement, une part de ça, et sachant que par ailleurs, l'épargne d'entreprise a augmenté au-delà de ces dépôts, puisque les entreprises elles-mêmes investissent pas uniquement en dépôts bancaires, mais aussi en bons du trésor et directement, etc., en fonds monétaires, etc. Bon. Mais effectivement, les entreprises, une part de leur épargne est en compte bancaire. Alors, soit des comptes type fonds monétaires, donc rémunérés en gros au taux de marché, soit des comptes parfois non rémunérés. Alors, aux États-Unis, il y a plus de comptes rémunérés qu'en France. En France, il y a encore beaucoup d'entreprises, notamment moyennes, qui ont de la trésorerie qui n'est pas ou beaucoup trop peu rémunérée. C'est un sujet. D'ailleurs, il y a un peu d'innovation financière en ce moment là autour pour essayer que les entreprises aient une meilleure rémunération de leur trésorerie. Donc ça peut être effectivement l'un ou l'autre. Après, le point, je crois, qui est assez capital, c'est classiquement, on a en tête que la trésorerie de l'entreprise, c'est, pour faire simple, l'argent qui va payer les salaires à la fin du mois. Donc c'est de l'argent qui tournera très vite et donc qui ne peut pas être investi à très long terme parce qu'à la fin du mois, on paiera les salaires, puis on paiera encore le mois d'après, etc. Bon. Le phénomène qui est assez nouveau et probablement qui explique beaucoup cette augmentation de l'épargne des entreprises, c'est des entreprises qui accumulent des proportions de cash ou de liquidité sans commune mesure avec leurs besoins de financement pour les salaires, pour l'investissement ou pour autre chose. Bon. Un exemple qui est particulièrement frappant, qui est très étudié aujourd'hui, c'est celui d'Apple. Bon. Une entreprise comme Apple, qui a à la fin de l'année dernière un bilan d'environ 350 milliards, enfin des actifs totaux de 350 milliards de dollars, quasiment la moitié, 170 milliards à peu près, c'est non pas des actifs productifs, c'est du cash, c'est-à-dire soit des dépôts bancaires, soit de l'investissement dans des titres financiers. Mais ce n'est pas des actifs productifs. Donc quasiment plus de 45% du bilan d'Apple, c'est de l'épargne. Et évidemment, c'est bien plus gros que tous dont ils ont besoin pour payer des salaires ou pour payer leur investissement. Et ça, c'est très nouveau. Et c'est lié, je crois, payer leurs actionnaires. Ou payer, voilà. Aussi rémunérer leurs actionnaires. Voilà, mais bon, à partir du moment où ils les rémunèrent, ça c'est plus du cash. Enfin, ça sort de leur bilan. Donc, si ils gardent quand même 45% de cash en permanence, alors une part, effectivement, paye des dividendes, mais est reconstituée chaque année. Donc, chaque année, ils ont une épargne très importante, finalement. Et ça, c'est assez nouveau. Et ça s'explique, je crois, par un changement d'une lame de fond dans l'économie, qui est, si on regarde les entreprises dont on a vu cette épargne augmenter, ce n'est pas toutes les entreprises, c'est principalement les entreprises de la tech, c'est principalement les entreprises dont la plupart des actifs sont des actifs incorporels, intangibles, comme on dit en anglais. Et ça, c'est effectivement très nouveau. Ouais, ce ne sont pas des entreprises qui fabriquent des usines, qui ont des programmes d'investissement très lourds dans de l'actif, dans des machines, dans de l'immobilier, exactement. Alors l'argument standard, et qui je pense est assez vrai pour expliquer un peu ce désir d'épargne,
c'est le fait suivant, c'est de dire, si vous êtes une entreprise, on va dire, la grande entreprise il y a 30 ans, c'était par exemple, je ne sais pas, General Motors. Bon. Si vous êtes General Motors, vos actifs, c'est des machines, des usines, etc. Et donc, si vous voulez vous financer, c'est très facile, parce que comme vous avez beaucoup d'actifs tangibles, vous pouvez les mettre en garantie sur un prêt bancaire et vous emprunter en ayant comme garantie, comme collatéral, ces machines. Si vous êtes une entreprise de la tech dont les seuls actifs sont intangibles, c'est-à-dire des brevets par exemple, vous ne mettez pas un brevet comme garantie dans un prêt bancaire, c'est très compliqué. Si l'essentiel de vos actifs, ce n'est pas des machines, mais c'est les neurones de vos ingénieurs et de vos développeurs informatiques, vous n'allez pas mettre un développeur informatique comme garantie sur un prêt bancaire. Et donc en fait, la seule manière de vous assurer que vous pourrez toujours vous financer, c'est d'accumuler des quantités de cash très importantes. Et donc effectivement, on a vu beaucoup d'entreprises accumuler des quantités déjà très profitables et puis accumuler beaucoup de cet argent sous forme d'épargne. Alors c'est ce qu'on a vu notamment dans la Silicon Valley Bank, qui effectivement était une banque réputée banque pour la tech et peut-être même pour des boîtes qui avaient de la crypto-monnaie, qui opéraient de la crypto-monnaie. Il y avait aussi visiblement quelques wineries, parce qu'on est quand même pas loin de la Napa Valley, et donc il y avait un peu de vin aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette banque, alors qu'elle avait des dépôts à ne plus savoir qu'en faire, se retrouve en difficulté? Alors c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est une banque, en fait si vous regardez le bilan de cette banque sans qu'on vous mette le titre de l'entreprise et savoir à qui ça correspond, ça ressemblait presque plus à un fonds monétaire ou à un fonds d'investissement qu'à une banque. Parce qu'en fait c'est une banque qui faisait très peu de prêts. En fait les entreprises de la tech, donc c'était quand même principalement la tech, c'est des entreprises donc, qui accumulent beaucoup de cash, mais qui empruntent très peu, qui se financent beaucoup par l'autofinancement par leur profit, exactement, par des retained earnings, comme on dit en anglais. Bon. C'est la caisse des dépôts, en fait. Hein. C'est ça, c'est le modèle exactement. de la caisse des dépôts. Et donc, en fait, si vous regardez le bilan juste avant la faillite, quelques années avant la faillite, vous avez au passif principalement des dépôts de grandes entreprises de la tech, et à l'actif, vous n'avez pas des prêts comme dans une banque classique, vous en aviez très peu. La plupart des actifs, c'était des bons du trésor. C'était des actifs extrêmement sûrs sur le papier. Ou d'autres types de titres obligataires à très long terme, typiquement, mais pas risqués. Il n'y avait pas de risque de crédit à l'actif comme il peut y avoir sur un portefeuille de prêt. Il n'y a pas de risque sur le bilan, dans l'absolu. Par contre, alors, il n'y avait pas de risque de crédit. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que quand vous avez, évidemment, ces dépôts sont des dépôts à très court terme, parfois des dépôts à vue ou même des dépôts à terme, mais qui peuvent, d'acteurs très sophistiqués, donc qui peuvent repricer très rapidement. À l'actif, vous aviez des obligations d'État avec des maturités de 20 ans, de 30 ans, etc. Bon. En 2022, les taux ont fortement réaugmenté. On est passé en quelques mois ou en un an de 0% à 4 ou 4,5%. Et donc, par une loi que tous les investisseurs connaissent bien, un titre obligataire perd de la valeur quand les taux montent. Bon, et notamment, les obligations du Trésor qui avaient été émises, disons, en 2021 ou début 2022, elles avaient des taux quasiment de 0%. Bon. Quand les taux montent à 4%, un titre qui promet un rendement de 0% perd de la valeur. Bon. Et donc, en fait, beaucoup de l'actif de Silicon Valley Bank a perdu de la valeur quand les taux ont remonté. Et donc, Silicon Valley Bank s'est trouvé avec des pertes potentielles très importantes. C'est-à-dire qu'ils avaient des titres qui étaient mis en concurrence par des nouveaux titres. Exactement. Qui, eux, rapportaient, et donc plus personne n'en voulait de leurs anciens titres. C'est ça, exactement. Donc invendables. Alors, ça perd de la valeur. Disons que en termes de valeur de marché, c'est vendable, mais à un prix plus bas, quoi, on va dire. Voilà, donc il y avait une perte potentielle. Silicon Valley Bank, sur le moment, ils n'ont pas tellement réagi, pour une raison assez simple, et qui est d'ailleurs en partie un peu compréhensible, qui est de dire, mais ces titres, on ne va jamais les vendre. On va attendre la maturité. Si on les a sur notre bilan suffisamment longtemps, à terme, le gouvernement américain, si c'est de la dette publique, va nous les repayer. Donc cette perte, elle est potentielle. Si on les vendait maintenant, on aurait une perte. Mais si on attend la maturité, il n'y a pas de risque de crédit. Bon. Sauf qu'effectivement, et c'est là où le nœud du problème s'est trouvé, c'est que si à un moment donné, c'est ce qui s'est passé,
quelqu'un, pour une raison X ou Y, dit on retire les dépôts en masse, eh bien, pour rembourser les dépôts, là, il faut vendre immédiatement. On ne peut pas attendre 10 ou 20 ans que le gouvernement américain nous rembourse, donc il faut reconnaître cette perte. Donc la perte qui était latente devient une perte réelle, et là, effectivement, en 24 heures, ça a été terminé. Alors, vous dites qu'il y a surabondance d'épargne aux États-Unis. D'où vient cet argent? C'est quoi? C'est les politiques monétaires et l'injection monétaire depuis tant d'années, depuis une dizaine d'années, ou c'est autre chose? Alors ça y a sûrement contribué. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est vrai que même si on regardait déjà à l'échelle peut-être mondiale, quand je vous disais en début d'entretien que qu'en 2005, Bernanke disait à l'échelle mondiale, il y a un excès d'épargne, ce qu'il avait vraiment en tête, c'était quasiment exclusivement l'épargne des pays émergents. Il voyait par exemple les pays émergents acheter massivement des bons du Trésor américain. Ce qui explique d'ailleurs très largement pourquoi les taux d'emprunt du gouvernement américain sont très bas, c'est qu'il y a effectivement une demande mondiale très abondante qui était notamment alimentée par l'épargne des ménages chinois ou d'Asie du Sud-Est, etc. Bon. Ce qu'on a vu depuis lors, c'est qu'en fait, l'épargne mondiale, alors ça reste très gros évidemment, l'épargne chinoise et asiatique, mais il n'y a pas que ça. Il y a deux éléments qui quantitativement sont très importants. Il y a cette épargne donc des entreprises, notamment de la tech ou des entreprises, voilà. Et il y a un troisième facteur qui est l'épargne pour faire simple, des 10% les plus riches aux États-Unis. Que les inégalités ont considérablement augmenté aux États-Unis. Pour faire simple, il y a un article récent qui le montre de manière admirable. Il y a beaucoup plus d'inégalités de revenus et de patrimoine aujourd'hui aux États-Unis qu'il y a 30 ans. Et ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et là, il y a certainement un lien avec les politiques monétaires. Si vous regardiez le ménage moyen aux États-Unis il y a 30 ou 40 ans, il avait relativement peu d'actifs, mais relativement peu de dettes. Aujourd'hui, vous avez peu de ménages qui ont beaucoup d'actifs et beaucoup de ménages qui ont beaucoup de dettes. Donc pour faire très simple, vous avez à peu près 10% de la population qui prête aux 90% du reste qui sont fortement endettés. Et là-dessus, et maintenant on a de plus en plus de recherches scientifiques qui le montrent bien, des phénomènes comme le quantitative easing ont contribué, il y a peut-être d'autres raisons, mais ont fortement contribué à augmenter les inégalités parce que ça agit principalement sur les prix des actifs. Le quantitative easing a contribué à faire monter le prix de beaucoup d'actifs. Et donc ceux qui en ont bénéficié, c'est ceux qui détenaient des actifs. Bon. Ce qu'on sait, c'est que la proportion d'individus dans l'économie qui détiennent des actions, par exemple, est très loin d'être de 100%. Bon. Donc quand les prix des actions montent, et s'ils sont gonflés par la création monétaire, eh bien, ça bénéficiera de manière disproportionnée à ceux qui, effectivement, ont ces portefeuilles d'actions. Sur l'immobilier, on l'a vu aussi. On l'a vu sur l'immobilier. Si le crédit est peu cher et très disponible, en fait, les prix augmentent parce que la possibilité d'acheter à un prix plus élevé est possible par plus de monde. Exactement. Et on a eu la même chose évidemment sur les titres obligataires, où on a eu, ce que beaucoup ont un peu une bulle obligataire, à savoir que quand les taux sont artificiellement bas, les prix des obligations étaient artificiellement gonflés. Et donc forcément, les ménages qui détiennent ça en bénéficient davantage. Donc il y a eu des effets, il y a eu une hausse des inégalités qui a sûrement plusieurs raisons. Je pense que c'est une des raisons, il y en a sûrement d'autres, mais qui fait que vous avez des ménages qui ont un patrimoine financier beaucoup plus important. Et ça contribue aussi à cette épargne très importante. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne savent pas quoi faire de leur argent, si je le dis vulgairement. Exactement. Donc ils l'épargnent. Exactement. Donc ils le placent ou ils l'épargnent. Exactement. C'est vraiment ça. Je pense qu'il y a pour le dire de manière très, très, très grossière, mais je pense que c'est très vrai, dans un monde un peu plus égalitaire d'il y a 40 ans, vous avez les gens ont un petit patrimoine et pas beaucoup de dettes, donc chacun a une épargne moyenne, donc a des dépôts relativement faibles, mais voilà, et consomme, etc. Bon. Si vous avez beaucoup plus d'inégalités avec beaucoup plus de très haut patrimoine et à l'inverse une très grande majorité qui est endettée, ce qui est le cas aujourd'hui aux États-Unis, vous avez quelques pourcents de la population qui ont des patrimoines évidemment très supérieurs à ce qu'ils peuvent consommer et consommeront jamais.
Et donc, il y a cette épargne qui a besoin d'être investie, alors qui est en partie, effectivement, sur des comptes bancaires et en partie dans des fonds d'investissement, etc. Ouais, alors, vous avez certains de vos confrères qui disent qu'aux États-Unis, c'est cette dette privée qui va poser problème la prochaine fois, même si sur les prêts étudiants, qui était vraiment un vrai souci, Biden a fait plusieurs gestes en remettant un peu d'argent aux endettés étudiants, qui, effectivement, les études sont très chères aux États-Unis. Sur la garantie des dépôts, le phénomène, donc c'est ce que vous appelez, vous, l'épargne non assurée, avec juste la garantie des dépôts. Les entreprises ne sont pas concernées, les particuliers le sont. Donc aux États-Unis, à hauteur de 250 000 $ de garantie, et en Europe, en France en tout cas, de 100 000 €. Cette garantie, elle fonctionne comment? C'est chaque déposant et pour chaque compte, ou c'est chaque déposant? Alors, c'est par compte, enfin par banque. C'est-à-dire que vous avez plusieurs comptes dans la même banque, vous n'avez que 100 000, en France en tout cas. Mais si vous avez des comptes dans plusieurs banques, c'est 100 000 fois le nombre de banques. Bon. Alors, effectivement, mais après, il y a une définition très... Qu'est-ce qu'on appelle dépôt? Évidemment, en gros, c'est vraiment l'épargne classique, donc compte de base ou compte à terme très, très classique. Si vous avez, par exemple, si vous utilisez votre banque pour investir dans des actifs risqués, ce n'est pas du tout couvert par la garantie des dépôts. Donc, c'est 100 000 effectivement par compte. Et comment ça marche? Il y a eu des fonds de garantie. Donc, en France, c'est ce qu'on appelle le fonds de garantie des dépôts, qui maintenant a aussi une compétence en matière de résolution bancaire, ce qui est nouveau depuis la crise de 2008. Et aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la FDIC, donc Federal Deposit Insurance Corporation, donc créée au moment de la Grande Dépression, et qui, donc, pour faire simple, garantit à chaque déposant que, dans la limite du montant, il sera remboursé de son épargne. Alors, on a plus d'expérience avec la FDIC américaine qu'avec le fonds de garantie des dépôts en France, parce que aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de banques. Ils ont des milliers de petites banques aux États-Unis, donc sans arrêt, il y en a qui font défaut et qui sont traités par la FDIC. Donc on sait très bien comment ça marche. Mais pour faire simple, le cas le plus commun, c'est un cas où une petite banque fait faillite et dans le week-end, enfin dans la journée ou quasiment dans le week-end, très souvent en fait, est repris par une autre banque et avec intervention de la FDIC qui s'assure, alors que soit en cas de dépôt, les dépôts soient transférés dans une autre banque, mais qu'il n'y ait aucune altération du montant des dépôts. Et ces fonds sont financés par une petite taxe, si vous voulez, enfin une petite contribution que les banques paient chaque année à proportion de leurs dépôts. Donc on dit, si vous êtes BNP, vous avez X milliards de dépôts, une petite fraction sera prélevée chaque année pour financer cette garantie des dépôts. On est d'accord que le ratio de couverture, si on peut parler comme ça, ne couvre pas l'ensemble des dépôts d'une immense banque. Vous en avez cité Tout à fait. Ça pourrait être une autre. 100 000 multiplié par 50 000, 100 000 clients, ça fait beaucoup d'argent. Exactement. Donc il y a eu, en tout cas aux États-Unis où les choses sont beaucoup plus étudiées, il y a eu énormément de travaux empiriques qui ont étudié ce qu'ils appellent le mispricing des garanties de dépôt. C'est-à-dire que si vous, en gros, vous dites qu'est-ce que paient les banques, quelle est la contribution des banques au fonds par rapport à ce qui serait nécessaire pour rembourser les déposants, ce qu'elles paient est bien trop infime par rapport aux masses mises en jeu et même par rapport à leur probabilité de défaut telles qu'on peut les mesurer si on regarde par exemple leur risque de crédit sur les marchés obligataires. Bon. Donc il y a effectivement des fonds qui sont trop petits pour les grandes institutions, ce qui se passe en pratique et ce qui explique que pour un déposant, enfin ce qui crée aujourd'hui la sécurité pour les déposants, ce n'est pas uniquement ces fonds-là, autrement ce serait probablement très peu crédible, c'est l'alliance de tout ça avec le fait que probablement, on le sait bien, souvent dès qu'il y a le moindre problème bancaire, les banques centrales baissent fortement les taux ou mettent en place des politiques monétaires accommodantes pour soutenir explicitement les banques. Donc ça contribue à les stabiliser, que bien souvent les gouvernements sont appelés à la rescousse pour recapitaliser les banques, on l'a vu dans beaucoup de cas en 2008, 2009, etc. Mais effectivement, s'il n'y avait que les garanties de dépôt toutes seules,
ce serait probablement très insuffisant. Ouais, la meilleure illustration, c'est la banque que vous avez étudiée, la Silicon Valley Bank, puisque 250 000 $ pour les déposants, alors qu'il y a beaucoup de riches, de personnes qui avaient beaucoup plus que ça dans leur banque, et tout le monde a récupéré son argent. Oui. Notamment les entreprises, c'est-à-dire que dans beaucoup de cas de dépôts d'entreprises, on parlait de dépôts qui étaient en centaines de millions, voire en milliards. Donc non, on a un facteur de probablement quelques milliers par rapport au montant de la garantie. Donc la garantie des dépôts pour une entreprise qui a des milliards d'épargne, ça n'a aucune commune mesure avec les 250 000 $ qui étaient. Et donc effectivement, pendant la période de panique, à un moment très vite en fait, la FDIC a dit tous les dépôts résiduels seront garantis. Alors pourquoi elle l'a dit? On peut spéculer un peu sur les raisons. Mais la crainte, je pense à l'époque de la FDIC, c'était en fait une crainte de contagion. C'est-à-dire qu'en fait, les banques qui avaient un bilan qui ressemblait à Silicon Valley Bank, il y en avait d'autres. Et d'ailleurs, il y a eu quelques autres. Il y en a eu deux autres. Voilà. Puis après, une banque régionale plus spécialisée dans l'immobilier commercial. Exactement. Mais donc, il y en avait potentiellement d'autres. Et ce qu'on a vu quand même, c'est globalement un mouvement de retrait des dépôts dans les banques régionales. Et ces dépôts sont partis vers les très très grandes banques, les Bank of America, les Wells Fargo, etc., dont tout le monde se dit plus ou moins qu'elles ne feront jamais faillite parce qu'elles sont too big to fail, trop grosses pour faire faillite. Bon. Et donc je pense que probablement la FDIC, à la fois, sûrement a voulu sauver des entreprises qui étaient dépositaires, voilà, mais a aussi voulu dire on calme tout et voilà. Mais ce dont on ne parle jamais, c'est qu'effectivement tout ça n'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'effectivement quand on sauve la Silicon Valley Bank, ou en tout cas ses déposants, on sauve effectivement les entreprises qui ont déposé de l'argent là-bas, mais ça a un coût. Et le coût, c'est un coût payé au final par le contribuable américain. Enfin, offrir ces garanties des dépôts ont bien un coût, ce n'est pas quelque chose de gratuit. L'argent vient de quelque part. Donc il y a bien un coût fiscal pour le contribuable qui est un peu toujours la zone d'ombre dans ces périodes-là. Est-ce que dans cette situation-là, il ne suffisait pas de racheter les bons du trésor de la Silicon Valley Bank au prix normal? Alors ça peut être effectivement une possibilité intéressante qui n'a pas trop été envisagée, je pense, pour des raisons qui ne sont pas évidentes, mais ça paraît, on aurait pu imaginer aussi un rachat d'actifs pour rassurer les déposants peut-être. Hein. Ouais. Alors pour l'épargnant, pour celui qui dépose son argent dans sa banque, vous conseillerez, je ne sais pas si on peut dire ça, vous dites qu'est-ce qu'il faut regarder chez son banquier pour ne pas craindre une difficulté de cette manière-là. On ne peut pas le connaître, le taux de dépôt dans sa banque. Non, alors le premier conseil, c'est qu'effectivement déjà, si vous avez une épargne assez conséquente, c'est quand même toujours bon d'avoir plusieurs banques pour déjà éviter diviser la barrière des 100 000. Exactement, pour éviter la barrière des 100 000. Qui en plus, alors, on ne l'a pas encore réellement vécu en Europe, à une exception près, mais qui est très particulière. Les nouvelles dispositions en matière de résolution bancaire, donc la résolution bancaire, c'est qu'est-ce qui se passe si une banque fait vraiment faillite. Après la crise de 2008, il y a eu tout un tas de réformes en Europe pour dire il ne faut plus que ce soit les gouvernements qui viennent à la rescousse des banques, il faut que ce soit les parties prenantes de la banque qui soient davantage responsabilisées. Et donc que ceux qui ont de l'argent dans les banques aient plus d'incitation à surveiller l'état de la banque et à agir pour que la banque soit mieux disciplinée, prenne moins de risques. Et donc ce que la régulation a en tête, c'est notamment ceux qui ont beaucoup d'épargne et de l'épargne excédentaire par rapport au seuil de garantie. Donc aujourd'hui, potentiellement… Il faut que ces gens-là soient au conseil d'administration. C'est quoi la recommandation? Alors évidemment, l'idée du régulateur, c'est de dire ceux qui ont des montants d'épargne très importants dans les banques sont des gens qui sont financièrement plus sophistiqués. Bon, et on pense notamment évidemment à du point de vue du régulateur, à des fonds d'investissement qui ont des millions, des milliards dans des banques, à des très grandes entreprises, etc. Et l'idée est de dire, si vous êtes une très grande entreprise, que vous avez des centaines de millions de dépôts dans une banque, vous êtes censé savoir interpréter des notes de crédit, des spreads sur des marchés pour comprendre un peu ce qui se passe et pouvoir, ne serait-ce que
par anticipation retirer pour dire signaler à la banque qu'elle a pris trop de risques, etc. Bon. Est-ce que les gens le font en pratique? Sûrement un peu, sûrement pas complètement. C'est très compliqué. Et est-ce que, évidemment, tout le problème de ces intentions de la régulation bancaire, c'est est-ce que c'est crédible? C'est-à-dire que ex ante, sur le papier, c'est très bien de dire ne faut pas que ce soit le contribuable qui systématiquement vienne à la rescousse de l'actionnaire des grandes banques ou des grands déposants, mais que ce soit les gens eux-mêmes qui soient plus responsabilisés finalement. Sauf que, est-ce que c'est vraiment crédible que le jour où une très grande banque fait faillite, est-ce qu'il n'y aura vraiment pas d'intervention ça paraît malheureusement assez peu crédible. On a vu en Suisse voilà. avec l'UBS que la Suisse, le gouvernement suisse a dit on va voir ce que va faire le marché et l'UBS a été racheté. Tout à fait. Alors effectivement, c'est toujours un peu compliqué. Il y a eu un cas qui a beaucoup fait parler, mais qui est très spécifique, qui était le cas de banque à Chypre, où effectivement certains dépôts au-delà des seuils de couverture ont été perdus par leurs déposants, mais en fait c'était un cas très particulier où en gros c'était des dépôts d'oligarques étrangers et on s'est dit le ménage chypriote n'y perd rien, donc autant mais donc voilà, donc c'est très différent. Finalement c'était une sorte de négociation traque-fin, on ne sait pas d'où vient cet argent, c'est pas grave. Il y avait un peu de ça, et donc ce serait très différent d'une grande banque européenne qui fait faillite avec des dépôts d'argent européen, où là on ne sait pas trop ce qui se passerait effectivement. Est-ce que l'autre idée ce serait de faire que cette épargne, soit des très riches, soit des entreprises, soit moins abondante, qu'on se débrouille pour qu'elle soit réinjecter dans du productif. Voilà. Alors moi c'est un peu la recommandation que d'ailleurs je fais un peu à la fin de mon article, qui est de dire, en fait, le dépôt bancaire n'est pas probablement l'instrument financier idéal pour de l'épargne extrêmement abondante. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a énormément d'argent, c'est normal que, comme tout le monde, il y ait pourquoi pas un minimum de garantie offert par la puissance publique, mais qu'à un moment donné, quand cette épargne devient trop importante, ça crée des problèmes très importants de crédibilité, en fait. C'est-à-dire que l'État dise on garantit 100 000, ou historiquement ça a été 50 000, ça a été moins, ça a été plus, on peut débattre du montant, etc. Mais l'idée n'est pas du tout choquante. Le problème, c'est de dire, c'est qu'effectivement, c'est que si on dit on garantit 100 000, et qu'en fait on le fait jamais vraiment, parce que quand il y a une crise, on sauve systématiquement, au final, ça revient à dire systématiquement la puissance publique sera là pour sauver soit les épargnants les plus aisés, soit les entreprises qui ont énormément d'épargne. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est dire finalement, pour ceux qui ont énormément d'épargne, l'investissement doit être dans des choses finalement qui ont un certain risque et qui sont peut-être plus productifs, qui sont des fonds mutuels, d'autres fonds d'investissement, des SICAV, même des fonds monétaires, etc., qui prêteront à des entreprises. Mais qu'au moins, il y a des produits qui ne sont pas couverts par ces garanties de dépôt, qui au final, malheureusement, souvent fonctionnent comme une manière d'extraire des subventions publiques quand ça va mal. Et ça, c'est un vrai problème, je pense. Et puis même, en termes de gestion d'entreprise et économiquement, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui dort. Ouais. Alors, il y a eu cette problématique. C'est un vrai débat aujourd'hui. La BCE a un peu dit à ses correspondants qui sont les banques, essayer de réinjecter cet argent, c'est le coût de l'hélicoptère monnaie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, finalement, l'argent, il est stocké et il ne sert à rien. Ça, c'est effectivement un vrai sujet. Un des traits importants des dépôts bancaires en général, et c'est vrai de beaucoup de dépôts d'entreprise, c'est qu'ils sont souvent rémunérés à des taux assez inférieurs aux taux de marché. Et donc en fait assez profitable pour les banques. C'est-à-dire qu'une banque qui a beaucoup de dépôts d'entreprise, qui parfois ne paie pas grand-chose, voire pas du tout, et placée simplement à la banque centrale, c'est finalement un business model extrêmement confortable et extrêmement simple, beaucoup plus que d'aller prêter à des petites entreprises ou à des PME, etc. Et donc effectivement, mais c'est pas, est-ce que socialement c'est vraiment optimal ? Probablement pas. On voudrait que cette épargne soit réinvestie probablement ailleurs dans l'économie, et c'est probablement trop peu le cas. Oui, parce qu'on entend souvent parler de l'épargne des ménages, notamment chez les Français, avec le livret A et les Français qui ne réinjectent pas, qui ne consomment pas ou qui n'investissent pas. Mais on s'aperçoit avec votre recherche que les entreprises font la même.
Et oui, et probablement dans des proportions beaucoup plus importantes en fait. Et c'est vrai que c'est un peu un angle, quand on pense épargne en France, ou même quand on regarde la comptabilité publique et qu'on voit l'épargne nationale, intuitivement on pense à notre épargne à nous. En fait, une grande part de cette épargne est une épargne d'entreprise. Ouais. Très bien, merci beaucoup Guillaume Villemay. Merci pour cet éclairage sur l'épargne et la surabondance d'épargne qui provoque l'instabilité financière. C'était effectivement très contre-intuitif, mais très clair à la fin de cet entretien. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce qui a remplacé depuis 4 ans la poche obligataire, c'est l'or. Cette ligne de front, je l'ai dit, c'est Verdun avec les drones. La perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Rencontre annuelle d'Ocoffre 2024. Je dissous donc l'Assemblée nationale. Le système est galvaudé. Merci aux publications Agora qui nous accueillent dans leur magnifique studio pour cette rencontre annuelle. Nous vous recommandons de télécharger gratuitement leur dernier rapport intitulé « Faillite de la France, comment faire face à la taxflation ».